Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs et organisatrices de m'avoir invité à cette table ronde et puis aussi d'avoir maintenu l'invitation malgré mon impossibilité de venir sur place. Je sais que ces trucs à distance, à moitié en présentiel, ça donne souvent des sueurs froides un peu à tout le monde. Donc, merci beaucoup. Je regrette évidemment de ne pas pouvoir être avec vous, surtout que le programme de ces 2 journées donne vraiment envie, mais je me réjouis de nos échanges pendant cette table ronde. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que je commence par soulager mon syndrome de l'imposteur en explicitant un peu d'où je parle. Et en l'occurrence, j'ai pas encore eu l'occasion de mener des recherches participatives, donc j'ai pas d'expérience en première personne de la recherche participative. Par contre, comme le disait Christophe, j'ai fait ma thèse de doctorat en sociologie sur le rétablissement en santé mentale, dans le cadre de laquelle j'ai observé cette montée de la participation dans les soins comme dans la recherche et les différents enjeux que ça soulève. Et ce sont donc quelques-uns de ces enjeux que je souhaiterais présenter dans cette introduction pour donner aussi un peu de la matière pour la suite de la table ronde et la suite de nos échanges. Donc, en bonne sociologue, si vous avez l'habitude de fréquenter des sociologues, vous savez que c'est parfois un de nos défauts. Je vais poser et ouvrir plein de questions et apporter finalement assez peu de réponses. Mais je fais confiance dans l'intelligence collective pour que, à défaut de trouver des réponses définitives, il me semble que ce serait prétentieux d'imaginer qu'il existe des réponses définitives à ces enjeux, mais en tout cas qu'on puisse peut-être esquisser quelques pistes de réponse ou de réflexion. Alors, j'aimerais commencer en vous racontant une anecdote. Il y a quelques années, j'avais publié un article assez court mais assez critique sur les effets de l'appropriation du rétablissement par les professionnels de la psychiatrie, alors que, vous le savez probablement, c'est une notion qui a émergé initialement dans des collectifs d'ex-patients, de survivants et d'usagers de la psychiatrie. Et puis, ça m'avait valu le retour d'un soignant qui est lui-même promoteur du rétablissement, mais intéressé par les regards critiques sur cette notion, qui m'avait dit avoir apprécié mon article, mais que mon propos aurait été plus fort si j'avais co-signé l'article avec un usager. Et cette remarque, elle m'a beaucoup questionnée. Premièrement parce qu'en fait, tout simplement, c'est contraire aux règles scientifiques de signature des articles, hein. Si j'ai écrit cet article seul, sur la base des données que j'ai récoltées seule dans le cadre de ma thèse, il n'y a pas de raison que je co-signe l'article avec quelqu'un. Mais d'autre part, et plus à propos avec ce qui nous intéresse, je trouve que ça questionne quand même la place et le rôle qu'on attribue aux usagers et usagères, et ça soulève justement la question de leur instrumentalisation. Faire co-signer un article que j'ai écrit seul par un usager pour donner plus de force à mon propos, c'est quelque part utiliser l'usager un peu comme un label de qualité, une manière de dire mes propos sont approuvés par les personnes concernées, mais c'est aussi amener cet usager à assumer mes propos sans trop m'enquérir de s'il est en accord ou non avec ce que j'ai écrit dans l'article. Et puis, en discutant de cette anecdote avec des usagers et usagères, j'ai découvert que c'est une pratique qui existe. Alors, je ne sais pas la quantifier, je ne sais pas dans quelle mesure elle est pratiquée, mais en tout cas, j'ai eu plusieurs retours justement d'usagers, d'usagères qui se sont retrouvés co-auteurs d'articles qu'ils avaient à peine relus ou en tout cas qu'ils n'avaient pas participé à coécrire. Et je trouve que ça illustre bien, en fait, le paradoxe de la situation actuelle des pères aidants et pères aidantes en santé mentale, où d'un côté, en fait, ils se retrouvent face à un manque de reconnaissance avec des professionnels de la psychiatrie qui peinent parfois à reconnaître leur expertise, avec des difficultés à créer des postes pour elles et eux, des difficultés aussi à trouver des financements pour ces postes. Et puis, de l'autre côté, une valorisation du point de vue des usagers et usagères, mais qui peut justement, dans certains cas, aller de pair avec une forme d'instrumentalisation. Et je trouve que finalement, on est un peu dans la même situation que les doctorants et doctorantes face à leurs directeurs et directrices de thèse, c'est-à-dire que les personnes concernées par la maladie qui travaillent avec des chercheurs et des chercheuses, que ce soit d'ailleurs en psychiatrie, en soins infirmiers, mais aussi en sciences humaines et sociales, ils se retrouvent vraiment dans une relation asymétrique. Et pour moi, ça pose vraiment la question de comment est-ce qu'ils peuvent s'opposer à des pratiques d'instrumentalisation ou en tout cas des pratiques qui pourraient trouver contestables quand ils travaillent avec des chercheurs et des chercheuses que souvent ils apprécient, mais surtout envers qui ils se sentent redevables, parce que ce sont ces chercheurs et ces chercheuses qui leur ont ouvert un poste, qui les ont intégrés dans leur équipe de recherche, qui leur ont donné un emploi.
Et donc, une des questions que je me pose, c'est est-ce que finalement il y aurait des dispositifs institutionnels à créer et à penser pour limiter les risques d'instrumentalisation et d'autant plus que ces risques, je pense, peuvent devenir particulièrement importants quand les appels à projets sont conditionnés au fait de faire de la recherche participative. Donc, on peut imaginer que le fait de conditionner les appels à projets au fait de faire de la recherche participative, c'est prévu pour accroître le nombre de recherches participatives, encourager les recherches participatives, et je pense que c'est très bien. Mais je pense qu'en parallèle, ça risque aussi justement d'accroître les recherches qui se disent participatives, mais qui ne le sont pas vraiment dans les faits. Et pour moi, cette question de l'instrumentalisation, elle ouvre sur un autre enjeu des recherches participatives, c'est-à-dire la question de qui participe et à quoi est-ce qu'il ou elle participe. Et il me semble qu'actuellement, dans la recherche en psychiatrie, et encore une fois, je parle de la recherche en psychiatrie d'un sens large, hein, que ce soit d'un point de vue médical, infirmier ou des sciences humaines et sociales, il y a un peu deux possibilités qui sont offertes aux personnes qui ont des troubles psychiques. La première, c'est de participer à nos recherches, hein. Donc on sait qu'il y a différents degrés de participation dans les recherches participatives, mais il me semble que ce qui est le plus courant actuellement, c'est quand même de contacter et d'engager des pairs chercheuses et des pairs chercheurs pour qu'ils rejoignent l'équipe une fois que le projet est déposé et une fois que les fonds sont obtenus, plutôt que de co-construire dès le départ le projet de recherche avec elles et eux. Et puis la deuxième possibilité, c'est de faire témoigner les personnes dans nos revues, entre guillemets. Je pense en particulier aux rubriques du genre First Person Account, mais où justement il s'agit de témoignages subjectifs et personnels où on donne finalement assez peu de place à la production de connaissances et à la montée en généralité. Et il me semble qu'il y aurait une troisième voie à explorer, c'est celle des Mad Studies. Donc, pour celles et ceux qui connaissent pas les Mad Studies, c'est un champ de recherche et d'activisme qui est fait uniquement par des personnes concernées par les troubles psychiques. Et c'est souvent des personnes qui ont une double casquette, hein, soit qu'elles étaient formées à la recherche avant la maladie, ou alors qui se sont formées à la recherche pendant ou après la maladie. Et il y a tout un courant de Mad Studies qui est en train de se structurer, surtout dans les pays anglo-saxons, hein. En France, enfin dans l'espace francophone, ça reste encore assez timide, mais en tout cas, il y a des recherches et des travaux et des publications qui existent issues de ce champ-là. Et en fait, ça m'amène à m'interroger, mais plus globalement à nous interroger, hein, finalement, combien d'entre nous ont déjà lu, mobilisé, cité des travaux issus des Mad Studies, quelle place et quelle visibilité on donne à ces travaux, est-ce qu'on fait finalement suffisamment l'effort de s'engager intellectuellement et scientifiquement avec les publications qui émergent dans le champ des Mad Studies? Est-ce que nos institutions aussi sont ouvertes à favoriser, soutenir et encourager le développement des Mad Studies? Alors ces réflexions, elles s'inscrivent dans un courant qui connaît actuellement un renouveau, en tout cas dans le champ des sciences humaines et sociales, qui s'appelle les épistémologies situées ou épistémologie du point de vue. Et pour le dire rapidement, hein, c'est des courants qui vont remettre en question l'idée de la neutralité de la science en montrant que ce qu'on a appelé le point de vue objectif, c'est en fait souvent le point de vue de l'homme blanc, occidental, hétérosexuel et non fou. Et comme l'affirme Ciliane Larcher dans un article de 2023, je la cite, la production de connaissances ne saurait être comprise comme l'entreprise individuelle d'un sujet omniscient. Une science offrant une objectivité forte se définit comme l'œuvre d'une communauté scientifique nécessairement plurielle et traversée de tensions. La connaissance est donc une affaire collective, hétérogène et pluripositionnelle, c'est-à-dire qu'elle requiert l'accumulation du plus grand nombre de perspectives différenciées sur un objet de savoir. Et il me semble que les Mad Studies, justement, c'est une de ces perspectives la production de connaissances sur la psychiatrie, la santé mentale, les troubles psychiques, la manière dont on vit avec et dont on se remet bénéficierait d'une plus grande prise en compte de ce pan de la recherche qu'on a plutôt tendance à ignorer. Donc si je poursuis maintenant mes réflexions sur qui participe à quoi, je trouve qu'on bute assez vite sur une problématique qu'on retrouve également dans les Mad Studies, c'est-à-dire que celles et ceux que l'on fait participer, que ce soit dans les recherches, dans les colloques, dans les enseignements,
mais aussi pour témoigner de leur vécu, etc. Ce sont souvent un peu, entre guillemets, les bons patients. C'est-à-dire que c'est souvent des personnes issues de catégories socio-professionnelles plutôt aisées, avec un niveau antérieur d'éducation plutôt élevé, qui ont un bon niveau de rétablissement. Et pour moi, ça pose vraiment la question de la représentativité. Alors après, ce point-là, il me semble que c'est toujours important de le souligner et en même temps, je trouve de plus en plus difficile au fur et à mesure que j'y réfléchis de savoir qu'en faire précisément, hein. Parce que, ben, d'une part, c'est un constat qui est vraiment transversal, hein, dans les soins, dans la recherche, dans la prévention, y compris aussi avec d'autres publics que les personnes qui ont des troubles psychiques, à savoir que les personnes les plus vulnérables sont toujours les plus difficiles à atteindre. Et puis, deuxièmement, il me semble qu'on pourrait formuler la même critique finalement sur le profil des chercheurs et chercheuses qui ne sont pas directement concernés par la maladie et qui sont aussi majoritairement des CSP+, avec un niveau élevé d'éducation. Mais peut-être que dans la recherche participative, il y a quand même des réflexions à avoir sur d'autres manières de faire participer. Et là, je renvoie aux travaux du Québécois Baptiste Gaudry, notamment sur la recherche participative, où il évoque ces questions et il souligne que les pairs chercheuses et pairs chercheurs peuvent souvent être mis en difficulté si en fait on leur demande de faire le même travail que les chercheurs professionnels, notamment de produire une analyse, de rédiger des résultats, etc. Et qu'il y a peut-être d'autres moyens finalement de les faire participer et que c'est peut-être aussi à nous d'être un peu créatifs et créatives dans nos dispositifs de recherche pour permettre une participation plus large. Et puis, je terminerai avec deux questionnements. Le premier, c'est savoir que devient finalement le point de vue critique des pairs-chercheurs et pairs-chercheuses qui, au fil du temps, sont un peu acculturés finalement au domaine de la recherche, hein, où on voit que ce qui pouvait initialement les choquer devient de l'ordre de la normalité. Ils entrent dans les logiques des chercheurs et chercheuses non directement concernés par la maladie. Ils entrent aussi dans les logiques académiques. Et là aussi, je pense qu'il y a peut-être des espaces. Alors, est-ce que c'est des espaces institutionnels? Est-ce que c'est des espaces informels à réfléchir? En tout cas, des moments de rencontre, soit entre pairs-chercheurs et pairs-chercheuses, soit entre les pairs-chercheurs et des personnes concernées par la maladie, mais qui ne sont pas impliquées dans la recherche et qui pourraient peut-être nourrir les réflexions, mais aussi renouveler quelque part l'étonnement chez les pairs-chercheurs et pairs-chercheuses qui fréquentent un peu trop les chercheurs non directement concernés. Et puis le deuxième questionnement, à l'inverse, c'est quelle place est-ce qu'on accorde à la critique de ce qui est produit par les pairs-chercheurs et pairs-chercheuses, y compris les productions issues des Mad Studies, parce que finalement leur production de connaissances, elle se base en partie sur des expériences intimes, personnelles, et donc la critique peut être reçue de manière assez violente. Et je pense que du côté des chercheurs et chercheuses non directement concernés, il peut aussi exister une forme des fois d'auto-censure à une critique de ses connaissances. Et je pense que, en tant que chercheurs et chercheuses non directement concernés, on a toutes et tous en tête des colloques ou des conférences dans lesquelles on s'est un peu senti attaqué personnellement par certaines remarques. En vérité, je pense que ça ne devrait pas être le cas, qu'il y a une éthique de la discussion scientifique à avoir et à inculquer, à diffuser dans le milieu scientifique. Une éthique de la discussion qui place une limite assez claire entre la critique du propos scientifique et la critique de la personne. Et il me semble que cette éthique de la discussion scientifique devrait être la règle, mais qu'elle n'est pas toujours respectée, et probablement qu'on doit être encore plus strict dans son application dès lors que cette discussion scientifique porte justement sur des connaissances qui résonnent fortement avec un vécu personnel. Donc je m'arrête là pour cette introduction. Je vous remercie de votre attention et je me réjouis de la suite de nos échanges. Merci beaucoup, André, pour cette très riche introduction. Je pense qu'elle va nous faire tous réagir. C'est à quoi je vous d'ailleurs inviter mes collègues panélistes. Je ne vous ai pas présenté parce que je me suis dit c'est aussi une mauvaise pratique de parler à votre place. On est très habitué à ça. Donc, je vous propose peut-être dans l'ordre que vous souhaitez réagir au propos d'André, tout en vous présentant en 2-3 phrases d'abord, peut-être effectivement de la façon dont vous-même vous présentez. On y va comme ça. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Marie-Claude Jacques. Je suis professeure-chercheur en sciences infirmières à l'Université de Sherbrooke au Québec, au Canada. J'enseigne la santé mentale et la psychiatrie, puis je fais aussi de la recherche, dont de la recherche participative, d'où ma présence ici. Beaucoup de choses emmenées dans
dans les questionnements, puis on dirait que j'ai envie de réagir au terme père-chercheur que vous utilisez beaucoup ici. Puis les enjeux qui ont été soulevés, que c'est des gens qui peuvent devenir, là je retiens plus le bout de la fin, acculturés par le domaine de la recherche, qui sont formés, qui sont peut-être des citoyens qui à la base sont plus éduqués ou qui ont plus de moyens, qui ont réussi à se rendre jusqu'aux équipes de recherche pour pouvoir influencer la recherche. Puis je pense que la question se pose par rapport à c'est qui ces gens-là. Vous savez, quand nous, à notre faculté de médecine, il y a tous les patients partenaires qui sont effectivement des ingénieurs retraités, puis des trucs comme ça, qui ne représentent pas nécessairement toute la clientèle. Puis les gens qui on soigne, qui sont souvent dans des situations de grande vulnérabilité, de grande précarité. Puis je pense qu'il faut peut-être la question, c'est ce statut-là de père-chercheur. C'est peut-être se dire, ben, c'est plutôt faire de la recherche avec des citoyens qui ont une expertise en lien avec le fait de vivre un problème de santé mentale. Puis j'ai apprécié entendre parler des travaux de Baptiste Gaudry, là, qui lui, justement, définissait, ben, c'est quoi l'expertise d'expérience, là? Donc, c'est le fait de prendre des médicaments, ces médicaments-là, de comprendre c'est quoi, avoir un suivi par un psychiatre, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça signifie vivre dans la société, que ces étiquettes-là de stigmatisation et tout. Donc, je m'arrête pour tout de suite, mais c'est ma première réaction. Bonjour. Bonjour, moi c'est Julie Tanzé. Je suis une personne en rétablissement. Je suis, oui, les termes, il y a père-chercheur, collaboratrice de recherche, assistante de recherche. Les termes sont nombreux. J'aime parler de collaboration de recherche ou puis encore là, ça dépend des recherches puis des implications qu'on nous laisse aussi, qu'on peut laisser dans cette participation-là. Je suis aussi père aidante certifiée. Je suis aussi une proche. J'ai été une intervenante. Je suis aussi ex-directrice d'un regroupement par et pour les personnes souffrant d'un trouble de santé mentale. J'ai un bagage en psychiatrie. J'ai été 18 mois en psychiatrie à l'adolescence, en pédopsychiatrie. Donc, j'ai quand même une expérience qui est assez riche sur le terrain. J'ai fait énormément de bénévolat. Je me suis impliquée dans plusieurs organismes. J'ai travaillé dans l'Ouest canadien. J'ai travaillé au Québec. Je pense que nous, avec l'association, on avait une formation sur les rôles et responsabilités des différents rôles, justement les différents rôles qu'on peut jouer au niveau du savoir expérientiel, dont le chercheur, le côté père-chercheur, le militant, celui qui fait le témoignage, le conférencier, le patient partenaire, le formateur, le porte-parole. Fait qu'il y a plusieurs rôles différents, puis il y a des formations qu'on donnait, nous, avec les différents rôles. Puis aussi, il y a beaucoup d'éducation à donner sur, on parlait tantôt, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, tout ça. Je pense que le fait d'avoir un contrat au départ qui clarifie les rôles, puis qui dit, moi, mon rôle, c'est ça, parce que moi, je ne suis pas chercheur. Je partage mon savoir expérientiel, je partage ce que moi, je connais, ce que j'ai appris. Fait que c'est important de pas, c'est ça, je veux pas être une chercheur. Chacun son rôle, dans le fond. Co-auteur, j'aime parce que, oui, quand je participe à des projets de recherche, puis de plus en plus, j'exige qu'il y ait un contrat avant, j'exige de lire le document au complet, de pouvoir le commenter. Si je vois que, puis ça m'est arrivé d'avoir mon nom sur une recherche, puis de même pas savoir de quoi la recherche parle, puis c'est comme, non, là, je fais attention, mais je pense que les patients, les personnes qui collaborent à la recherche, je pense qu'il faut qu'ils connaissent, qu'ils sachent se protéger leurs valeurs puis tout ça. Puis je pense que un mouvement par et pour, un mouvement de personnes qui est externe à l'institution, qui est externe à tout ça, pour donner la formation puis les informations qu'il faut pour justement se protéger là-dedans, je pense que c'est primordial là-dedans. C'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de subvention pour ça, donc c'est beaucoup du bénévolat ou très peu de moyens pour faire ça. Donc, voilà pour moi pour l'instant. Bonjour, moi je suis Erika Agosti, donc je suis IPA ici à Lyon avec l'hôpital du Vinatier et donc je suis missionnée
sur les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc, je travaille en milieu social auprès de personnes qui ont vécu l'itinérance, le sans-abrisme, l'incarcération, des parcours de vie très difficiles, avec beaucoup de ruptures. Et aujourd'hui, moi, ma participation, c'est pas en lien avec la recherche, puisque pas encore dans ce type de projet. Mais par contre, la question des pratiques avec la participation des personnes concernées. Et suite à ce que tu introduisais, Audrey, moi, les questions que je me pose beaucoup, c'est qui sont ceux dont les voix, donc la participation, n'est pas entendue. On pourrait imaginer que finalement, il y a une forme décisionnelle dans la participation. J'y vais pas. Ça m'intéresse pas. Alors que finalement, de ce que moi j'observe sur le terrain, dans ma pratique clinique, et les accompagnements qu'on essaye de proposer qui sont tournés vers l'idée de la co-construction, de leur co-construction à ces accompagnements-là, et ben finalement, je me rends compte que la participation, elle suppose aussi que l'individu ou les groupes d'individus, eh ben, ils ressentent un réel sentiment d'appartenance, donc à la société, à ce qui se produit et tout ça, et que voilà, il y a soit une implication ou pas d'implication. Et pour certaines populations, notamment celles que moi je rencontre, eh ben, ce sont des précaires qui sont dans une forme d'exclusion sociale. Dès lors qu'elles ne se réclament pas d'un sentiment d'appartenance ou qu'elles ne recherchent pas à s'impliquer ou qu'elles n'en ont pas les moyens, finalement, c'est difficile d'accéder à cette participation. Je ne sais pas si... Oui, mais j'avais dans l'idée aussi ce que tu as mis, du coup, la spirale de l'exclusion que génère par exemple les troubles de la santé mentale et l'exclusion sociale, la précarité, elle creuse ce fossé vers ces appartenances, l'insertion sociale, l'inclusion, et ce sont finalement des choses qui, je pense, sont nécessaires pour participer. Et du coup, voilà, il y a beaucoup d'exigences et de contraintes aussi. Enfin, voilà. Il semblerait qu'il y a un seuil, en fait. Hein. Oui. Marie-Claude a parlé de travaux de Baptiste Gaudry en disant que voilà, c'est quoi l'expérience? Enfin, il faut être sous médication, par exemple. Hein, je relève ça. Quid de patients qui refusent la médication? Julie parle d'un concept qui est celui d'être en rétablissement. Des personnes qui ou bien refusent le concept de rétablissement ou ne s'identifient pas à ce stade-là quelque part. Et puis, en fait, Audrey l'a mentionné aussi, on en a discuté aussi avec Erika, un effet de seuil un peu socio-économique et culturel, au fond, quelque part, d'un père partenaire en costume cravate. Oui, c'est ça. C'est un peu la figure qu'on a avec eux comme ça, effectivement. C'est celui avec qui on aime bien collaborer parce qu'on n'a pas trop d'adaptation à faire. Et puis, question aussi qu'Audrey a mentionné de la crédibilité d'un père partenaire en costume cravate au moment où, par exemple, le public que toi tu rencontres avec ton travail habituellement ne porte pas de costume cravate. Oui, c'est ça, ça marche pas le costume cravate, c'est sûr. Ça marche pas. Dents blanches et costume cravate, ça marche pas. Et puis, en fait, ce seuil dont tu parles, il me fait penser aux exigences et aux grandes contraintes qu'il y a finalement pour ces personnes qui sont vulnérables, dont tu en parlais aussi, parce que finalement, elles pourraient se trouver plus en difficulté à participer que de rester à la marge. Peut-être plus facile ou ça protège plus. Et on sait que certaines minorités, des groupes minorisés, en fait, la production et la reconnaissance de leur savoir est plus difficile. Et il y a aussi tout un effet qui repose sur des prérequis, il me semble, je ne sais pas si vous serez d'accord, qui sont assez inaccessibles pour certains. Finalement, il y a, c'est des conditions finalement peut-être implicites, mais il y a le fait d'avoir du temps pour participer, le fait aussi de maîtriser peut-être un langage assez institutionnel ou en tout cas des codes. Il y a aussi le fait de se sentir à l'aise, de pouvoir défendre son point de vue. Il y a aussi la fracture numérique. Enfin, moi, je rencontre très peu de gens qui ont un téléphone, un smartphone. Il y en a 1 sur 10 qui en a. Et puis, il y a aussi... oui, enfin, il y a plein de choses qui sont hors des urgences, peut-être des urgences du quotidien que certains rencontrent,
Et du coup, il y a cette sélection dont tu parlais, Audrey, peut-être des bons usagers, ceux qui pourraient peut-être un peu mieux servir à légitimer certains dispositifs ou les recherches ou certains nouveaux projets à mettre en œuvre. Et ça, moi, ça me questionne. Je me dis, est-ce que les pratiques participatives, finalement, ou la question de la recherche et de la participation des personnes concernées, est-ce que ça prend vraiment en compte les inégalités sociales et économiques qui existent vraiment chez les usagers qu'on accompagne? J'ai très envie de diriger cette question vers Julie parce que je pense que dans ton expérience, en tant que père partenaire, mais aussi à la tête de l'association qui réunit les personnes, je pense que toi, tu as un vrai bagage ici pour répondre à cette question. Oui, ben ça me fait réagir un peu parce que c'est comme si on est en train de parler de différentes classes sociales. On parle de bons patients, on parle de cravates, je ne sais pas comment vous l'avez nommé. Mais est-ce que c'est des étiquettes, tu sais, ça reste des étiquettes, ça reste que je suis quoi, moi, une bonne patiente, je suis considérée comme quoi. D'un côté, c'est comme si on me choisit quoi parce que je suis une bonne patiente, mais j'ai été en psychiatrie, puis j'ai fait face à la rue, puis c'est juste, je pense que ça dépend où on en est dans le processus, puis c'est quoi l'objectif de la recherche. Si l'objectif de la recherche, c'est de voir les inégalités, puis qu'on veut étudier la situation des personnes vulnérables, ben là, c'est important que ce soit ces personnes-là ou quelqu'un qui a passé par là. Puis dépendant si on fait des études, si on fait des recherches sur le rétablissement, puis qu'on veut savoir c'est quoi le rétablissement, puis tout ça, on va vers des personnes en rétablissement, mais je pense que c'est en clarifiant les objectifs de la recherche puis le genre de personnes. Puis après ça, dans le fond, moi, je suis capable de le faire aujourd'hui parce que j'ai eu accès. J'ai un secondaire 5, j'ai pas d'études supérieures, mais j'ai eu accès à la connaissance, j'ai accès à des formations, j'ai eu accès, puis je pense l'éducation populaire, je pense que chaque personne, des fois, on peut penser que cette personne-là est pas prête ou elle sera jamais prête, mais on pourrait être étonné de voir qu'est-ce que cette personne-là pourrait devenir. Fait que je pense que faut pas y aller avec. J'ai l'impression que des fois on est catégorisé comme justement j'aime pas le terme bon patient, pas bon patient. J'ai toutes sortes de termes. Je suis une grande utilisatrice de services. Je suis une bonne patiente, mais dans d'autres circonstances, je suis marginale. Dans d'autres, c'est beaucoup d'étiquettes, c'est beaucoup de chapeaux, puis c'est beaucoup une perception de l'extérieur. Je pense qu'il y avait des guillemets invisibles quand André utilisait le terme de bon patient. Je pense. Oh oui, j'en doute pas, mais c'est des termes qu'on entend puis. C'est quoi un bon patient? T'sais? C'est comme si de dire que les autres sont mauvais, puis c'est ce que j'aime pas. Dans le fond, c'est comme si on est en train de dire que ceux qui sont pas à la hauteur, mettons, ou qui n'ont pas l'éducation qu'il faut pour bien s'exprimer ou tout ça, c'est comme si on dit, bon, ben ça, c'est des mauvais patients. T'sais. Ça reviendra à quelque chose de l'ordre de la méritocratie, un peu. Ouais. Il me semble que tu parles d'accès à la formation. Audrey a parlé des enjeux autour de la signature, par exemple, etc. Donc, enjeux symboliques. Mais il y a aussi des enjeux purement économiques, en fait. Vous avez évoqué aussi l'histoire des bénévolats. Ça se fait souvent dans le cadre d'un bénévolat. Et puis, on est très diversement éligible au statut de bénévole, parce que le bénévolat, ça paye mal, en fait, globalement. Et puis, les factures arrivent quand même, en fait. Et on est souvent quand même dans cette situation. On a des équipes professionnelles de recherche qui ont des salaires confortables et puis qui bénéficient énormément, effectivement, cherchent un appui de pairs chercheurs. Et là, on est dans la situation tout bêtement, quelque part, d'une sorte d'attente de contribution citoyenne, alors qu'on est dans quelque chose un budget, un planning financier, etc. On peut aborder cette question-là. Il y a des enjeux aussi. Tu parlais de la nécessité de se protéger quand on est dans cette situation-là. Il y a aussi des enjeux économiques, une conflictualité qui émerge autour de ça, y compris parmi les pairs chercheurs aussi. Ben oui, parce que dès qu'on... Tu sais, à la base, c'est ça, on est souvent dans des situations précaires au niveau monétaire puis tout ça. Au niveau du bénévolat, tu sais, quand on fait du bénévolat, en général, c'est parce c'est volontaire, c'est parce qu'on veut redonner, c'est parce qu'on veut... c'est pas du bénévolat forcé, tu sais. Puis des fois, la collaboration avec la recherche vient avec une forme de reconnaissance aussi. Donc... les gens, pour être entendus, les gens ont besoin d'être entendus, fait que c'est facile d'aller vers quelqu'un
puis de l'entendre, puis d'utiliser sa situation, puis tout ça. C'est juste qu'avec le temps, on s'est comme dit en termes d'association, on s'est dit là, on est plusieurs patients, nous, on reste dans la précarité, mais on participe à l'évolution de la recherche, on participe, on s'assied aux mêmes tables que les experts, tout ça, qui sont payés beaucoup plus que nous. Puis à un moment donné, c'est comme une espèce d'impression qu'on profite de nous, de nos connaissances, mais nous, on reste à pas être capable de manger puis pas être capable c'est ça. Fait que de plus en plus, on essaye, c'est ça, c'est pour ça la paraidance professionnelle, tout ça. C'est juste que dès que l'argent est impliqué, il y a après ça, c'est comme on est limité, on n'est plus aussi libre que quand on est bénévole puis on partage notre expérience, là, dépendant à qui ou qui nous paye. Des fois, on a des limites, on a des choses, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut pas aller. Fait que c'est très complexe. Puis je trouve que le pouvoir, l'argent, ça vient vraiment, ça vient détruire. Il y a une partie de moi qui voudrait continuer de faire ça bénévolement à cause de la liberté qui vient avec ça, mais j'ai besoin de gagner ma vie aussi. Puis c'est ce que je connais, puis vu que j'en parle publiquement, puis tout ça, tu sais, d'autres travails ne m'intéressent pas, puis dans ma situation, c'est comme, il y a une possibilité, c'est comme on ouvre une possibilité à des gens, que ce soit la paraidance, la collaboration en recherche, tout ça, on ouvre la possibilité, on donne de l'espoir aux gens de pouvoir faire quelque chose, puis servir à quelque chose. Mais il faut donner les opportunités puis les moyens parce que sinon, on se bat entre nous autres pour les différents postes puis pour la visibilité puis pour donc ça devient plus... taquiner en reparlant de bons patients ici parce qu'il me semble aussi, si l'enjeu est aussi économique, ça veut dire qu'il faut se faire embaucher. Pour se faire embaucher, on a meilleur temps de dire ce qui plaît à celui qui paye en fait. Hein. Ça veut dire que cette dimension transgressive, quelque part, qu'Audrey a mentionné au niveau historique, à l'émergence de la notion de rétablissement dans le milieu de survivants de la psychiatrie des ex-patients. Peut-être on est entré dans une ère de collaboration bisounours avec une forme de bâton financier qui est aussi une carotte en même temps et qui finalement peut être aussi un enjeu de liberté de parole, non? Oui, totalement. Oui, puis oui, c'est vraiment... mais c'est difficile de trouver la solution à ça, dans le fond. Je veux juste interpeller Marie-Claude parce qu'on a entendu Pascal parler de difficultés qu'il y a, parce qu'il y a aussi l'autre côté du décor, en fait. Hein. Il y a les chercheurs qui doivent faire financer ce poste aussi. On a vu avec Pascal qu'il ne faut pas avoir froid aux yeux pour pouvoir le faire. Il faut être audacieux, courageux, chercher à trouver... Les chercheurs sont surtout les chercheurs du pognon, on le sait en fait. Hein. C'est notre première occupation. On passe les plus clairs de nos jours à faire ça en fait aussi. Et on a vu avec Pascal aussi ce que ça prend aussi. Est-ce que c'est aussi ton expérience? Je vais m'allumer. La rémunération, là, puis vous en avez parlé, Audrey, de dire, le projet est déposé, la subvention est reçue, puis là, on va faire appel à des pairs chercheurs. Puis moi, ça résonnait un peu sur moi, ça, parce que moi, ça me gêne d'interpeller. Parce que quand il n'y a pas de subvention, on ne peut pas payer le pair chercheur. On ne peut pas payer quelqu'un, puis c'est long de développer un projet. Puis là, les gens ne sont pas payés, on les convoque à des rencontres plusieurs fois. Fait que moi, quand je n'ai pas d'argent, je ne le fais pas. Ou des fois, il y a d'autres moyens là, avec les organismes communautaires, puis eux, ils soutiennent les parents aidants qui peuvent, eux, nous aider. Fait que là, c'est une façon quand on est chanceux, mais sinon, c'est une des raisons. C'est pas parce qu'on veut pas, mais moi, je me sentirais d'exploiter la personne de la famille. Mais là, j'entends que toi, bénévolement, tu aimerais ça le faire, mais je ne sais pas, moi, qui a envie de venir très gratuit pour moi, pour peut-être avoir une subvention. Bien, c'est pas évident. Je pense qu'il suffit de le demander quand même, puis il y a des personnes qui vont être au rendez-vous. C'est juste que, en même temps, ça fait que s'il y a des gens qui acceptent bénévolement, ben ça donne moins de... Il y a d'autres chercheurs qui peuvent dire, là, il y en a qui le font bénévolement, fait que j'ai pas besoin de faire toute la démarche puis de me casser la tête avec ça. Fait que je pense que ça devient un peu là, des prises de conscience humaines. Hein. J'y vais avec une... collectivité, on veut faire participer la collectivité. Je pense que ça va avec la conscience, le gros bon sens. Je pense qu'il faut y aller d'une façon humaine parce qu'il
pour ce que ça apporte à ces gens-là. C'est pas juste pour la contribution à la recherche puis pour le projet de recherche, c'est qu'est-ce que je fais aussi pour changer la vie de l'autre personne puis qu'est-ce que ça apporte à l'autre personne. Parce que de participer à des choses comme ça, ben c'est sûr que puis c'est dangereux en même temps parce qu'on participe à quelque chose, là, on se sent impliqué, on se sent important, puis tout ça. Puis après ça, le projet finit ou puis là, on se retrouve dans un creux, puis là, il y a des rechutes, puis là, après ça, il y a un autre projet. Mais c'est ça, comme je disais tantôt, s'il n'y a pas assez d'opportunités, c'est comme moi, je dis souvent que je passe souvent de héros à zéro, tu sais. Je suis comme, je suis ici, je vous parle, je suis en France, mais là, je vais retourner chez nous, puis après ça, moi, j'ai pas d'emploi, je suis sur l'invalidité, chômage, etc., tu sais. Fait que c'est ça. C'est l'instabilité, c'est une certaine instabilité, ouais. Ça, en petite dimension, il y a trop jeune, quand même, comme tu dis, effectivement, il y a ces états maniaques d'être héros de la recherche, effectivement, comme tu dis, retourner comme de héros à zéro, dans la phase vraiment basse, effectivement. C'est aussi ce dont il faut se protéger. Oui, parce qu'on voit pas les effets ensuite. Tu sais, là, je fais ça, puis tout ça, mais après ça, publiquement, si j'en parle, tout ça, je reste une personne avec une étiquette d'un trouble de santé mentale. Fait que je vis le stigma, puis je vis aussi la critique par après, parce que là, c'est comme, mais si moi, j'ai pas la même façon de penser que d'autres, ben là, c'est pourquoi c'est toi qui as parlé, pourquoi c'est toi qui as parlé en notre nom, pourquoi j'ai pas été consultée, pourquoi... fait que c'est difficile. C'est pour ça que j'ai entendu plutôt, je pense que c'est Audrey qui a mentionné l'idée d'avoir le plus de perspectives possible. Puis ça aussi, je pense, la diversité, si on prend un collaborateur de recherche, ben c'est bien soit que cette personne-là puisse consulter d'autres personnes, soit, je ne sais pas, mais il faut que ça représente. On peut représenter nous-mêmes versus, tu sais, mettons qu'on fait une recherche sur une problématique, puis le vécu avec la schizophrénie, par exemple, quelque chose de spécifique. Ben là, on va chercher quelqu'un qui a vécu avec la schizophrénie, mais tu sais, mais à travers la recherche, on va quand même consulter d'autres personnes. Fait que c'est comme le chercheur, dans le fond, où on inclut un clinicien, on inclut un psychologue, on inclut tu sais, on s'adresse pas à l'association des psychologues à chaque fois pour savoir qu'est-ce que tous les psychologues pensent. Fait que c'est d'avoir des personnes expertes qui se spécialisent dans le fond. Tu sais, moi, je me considère comme quelqu'un qui a quand même de l'expérience parce que j'ai passé par beaucoup de projets de recherche. J'ai une expérience sur le terrain. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs. Je pense qu'il y a une expérience, comme quand on a un CV, là, tu sais, il y a quand même un bagage d'expérience qui peut être considéré selon les projets de recherche. Je pensais, oui, il y a un bagage d'expérience, il y a l'individu, mais il y a aussi tous les individus qui n'arrivent pas à ça. Parce que moi, ça me faisait penser à l'idée que, par exemple, entre la paire aidance professionnelle et la paire aidance bénévole, aussi, il y a des DU maintenant de paire aidance où, en fait, l'accès se fait par déjà la base du baccalauréat. Et je trouve que déjà, juste ça exclut beaucoup de personnes qui pourraient devenir aussi pères professionnels. Et du coup, voilà, moi, ça me questionne sur comment on peut, tu en parlais tout à l'heure, tu disais faire participer simplement les citoyens aussi. Donc, aussi l'idée que ce ne soit pas forcément des gens professionnalisés ou même qui soient dans le bénévolat, la paire aidance, mais simplement alors le mot est pas très joli, mais les usagers du soin, ceux avec qui on devrait construire les programmes, ceux avec qui on fait, on essaye. Et ça nécessite aussi d'abord, avant tout ça, avant d'aller vers des grands projets et des implications plus importantes, de créer peut-être créer des espaces, des atmosphères de collaboration qui sont pas si faciles à créer. Enfin, en tout cas, moi, je parle de ma pratique, mais du coup, voilà, je rebondissais là-dessus parce qu'il me semble quand même que c'est pas donné à tous d'aller vers ces pratiques-là. Oui, je veux réagir à ça. Moi aussi, j'ai beaucoup le souci qu'on joigne. On a parlé de bons patients, mauvais patients, puis moi, mon biais, c'est le vrai patient. Puis mon biais, c'est que mon expérience en santé mentale, c'est avec des personnes en situation d'itinérance, ça fait que des gens très... fait que c'est sûr que quand je vois Jules, je fais comme « wow », mais je sais que tu as toute une expérience quand même, mais tu sais, c'est pas écrit dans le front. T'sais. En tout cas, ça résonne tout ça. C'est que moi, pour en fait des ateliers de développement d'outils, de transfert de connaissances avec des personnes qui étaient
référés directement par des intervenants qui n'ont aucune formation de père aidant ou de rien. Ben en fait, c'est ce que ça demande, c'est que comme chercheur, ça demande beaucoup d'habileté pour travailler avec ces gens-là, animer des groupes. Moi, j'ai déjà quitté un projet de recherche, entre autres parce que je n'étais pas à l'aise avec la façon dont la personne, chercheur principal, traitait les gens impliqués dans le projet. Puis là, comme j'arrivais pas de l'influence, j'étais comme trop mal à l'aise. Puis, ce que ça amène, à mon avis, il faut former les pairs, puis faut former les chercheurs aussi, à accompagner les gens. Nous, on apprend un peu sur le tas, comme on dit au Québec, mais je regarde Pascal Ferrari, je dis, vous êtes auto-formés sûrement en travaillant avec les gens, puis en apprenant avec eux, puis qu'est-ce qui fait qu'ils vont être à l'aise, qu'ils vont être bien, comment leur parler, comment faire qu'ils aient envie de venir et de revenir, parce que parfois, c'est plusieurs séances pour arriver au bout d'un projet. Fait que c'est ça aussi, à mon avis, on se préoccupe pas tant de, ben là, comme chercheur, comment je dois faire pour bien travailler avec ces gens-là, surtout si je vais aller faire participer des personnes qui prennent pas toujours leurs médicaments, moi, j'avais un projet, j'avais un groupe de 8 parce que je savais qu'il en manquerait toujours 2 ou 3, pas toujours les mêmes, d'une séance à l'autre. Mais je savais qu'à 5, mon atelier fonctionnait. Fait qu'en invitant 8, je le savais, puis il n'y a pas de stress. Tu peux pas un matin, c'est pas grave. En fait, je ne sais pas, il n'a juste pas appelé, il n'est pas là, mais l'autre semaine, il est là, puis il est là. Puis ça fonctionne, mais ça demande beaucoup, puis c'est ça. Puis j'ai vu des chercheurs maladroits, c'est pas nécessairement mal intentionnés, puis c'est souvent des ex-professionnels en santé mentale comme vous, mais ils s'en rendent pas compte, puis ça crée toutes sortes de situations, puis c'est dommage. Je pense au deuxième questionnement que Audrey a formulé, qui, à mon avis, est assez explosif, en fait, quand on y pense. Est-ce qu'on peut être dans un rapport contradictoire, de débat critique contradictoire, critiquer ce que dit un père partenaire? Ça me fait penser, historiquement, Andrew School, le sociologue de la psychiatrie, disait qu'il y a un lien entre l'émergence de la psychiatrie au moment de la révolution industrielle capitaliste. En gros, on a commencé à chérir un idéal que dans une société où tout le monde peut être exploité, l'aliéné, lui aussi, devrait pouvoir être exploité, en fait. Mais School dit qu'il y a un effet égalitaire quelque part de ça, parce qu'au fond, entre ouvriers supposés normal et un paysan supposé fou, ils étaient également exploités dans une société bourgeoise, en fait, quelque part. Et c'était une vraie promotion, quelque part. Et j'entends dans ce que dit Audrey, être éligible à la critique, au fond, ben, ça donnait un vrai statut à la parole de la personne première concernée, au fond, parce que si on peut n'est pas d'accord aussi avec elle, sortir de cette attitude de bienveillance charitable, quelque part, on est constamment d'accord, bon, parce que c'est un proche partenaire, père, chercheur, etc. Peut-être il y a une normalité des relations, je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs je retourne la question, ne doit pas passer nécessairement par une banalisation de ces prises de parole. Alors peut-être évidemment c'est une question aussi d'éviter ce qu'on arrive tellement bien à se faire dans le milieu académique, s'assassiner mutuellement dans des contextes comme faire couler le sang de l'autre en fait, avant de démolir ses opinions. Mais au fond, une meilleure façon peut-être, et puis effectivement ça en appelle en nous tous, dans les milieux académiques peut-être aussi, mais au fond on rend cette parole éligible à la critique en fait, au même titre que celle de nos collègues universitaires qui ne sont pas des personnes premières concernées. Ben, je pense que il y a beaucoup de personnes qui sont premières concernées, mais qui ne le disent pas. Même au niveau des personnes avec qui on travaille, les chercheurs, les intervenants, tout ça. Fait que je pense qu'on est peut-être plus près qu'on pense, tout le monde. Puis je pense pas que tout le monde à la maison est tout le temps en habit cravate non plus. Je pense qu'on serait surpris de savoir à quel point on est autant humain que les autres. Il nous reste environ 20 minutes. Moi, je propose peut-être là vraiment qu'on fasse la table ronde, qu'on utilise aussi l'autre demi-cercle en fait, qu'on fasse circuler la parole. Donc, je vous invite aussi à
à exprimer vos désaccords. Vous avez le droit de dire que vous êtes d'accord aussi, mais on apprécie beaucoup les désaccords ici, en fait. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci. Je m'appelle Magali Lavirotte. Je suis personne concernée, devenue père aidance, on va dire, certifiée aussi. Moi, j'aime bien dire formatée. Et puis, j'ai rejoint la DERPSI récemment et chercheuse apprentie. Pour aller un petit peu plus loin dans les échanges que vous avez pu nous partager sur la notion de bon patient, je pense qu'on peut formuler les choses un peu autrement. Bien sûr, formulé comme ça, on n'est pas d'accord parce que c'est pas entendable. Mais je pense qu'il faut s'interroger aussi sur le rôle du bon patient qu'il a au niveau du milieu médical et soignant. Le bon patient, c'est celui qui va permettre, c'est une étape qui n'est pas suffisante, mais c'est une étape intermédiaire qui permet de remettre en cause toute la manière de percevoir les patients dans le corps hospitalier, médical et soignant. Donc au moins, il faut reconnaître peut-être que ça aurait cette utilité-là, et qu'il faut avoir une vigilance pour viser déjà la deuxième marche qui est quelle place maintenant faire au public les plus vulnérables. Et à les voir aussi. Et je pense que quand c'est présenté comme ça, ici, et j'en appelle à l'assistance, c'est hyper important quand on est dans une relation face à un patient, de lui dire que ces zones d'activité, d'activisme, de position existent, parce qu'on n'est pas au courant. Et même si c'est un moment où ça va pas très bien, savoir que le monde de la recherche attend de la participation, c'est comme ça que ça commence. Et en fait, quand on est éloigné de la recherche, on n'est pas au courant. Donc il y a, je pense, une importance aux chercheurs aussi de faciliter la mobilisation des patients qui peuvent porter une diversité d'opinions. Cette question de bon patient, en fait, oui, dans les faits, moi quand j'interviens, je le dénonce, je dis que je peux être porteuse des 100 voix parce que j'ai la bonne gueule, j'ai la bonne éducation, j'ai tout ça. Et bon, c'est dans ma relation de moi à moi que j'aime porter le nom de parfois modestement essayer de porter la voix des gens qui ne peuvent pas l'exprimer. Mais dans les faits, je suis encore très observée parce que quand j'affiche ma parité, même chez les soignants les plus avancés sur ce changement de paradigme, ils entendent patiente. Donc, il y a des espèces de mécanismes inconscients, bienveillants, professionnels et autres qui sont là. Et c'est, merci, enfin, c'est pas une critique ou pas, c'est juste factuel. Donc, une fois que je l'ai observé, ça, moi, maintenant, j'en joue. Souvent, je veux m'amuser dans une intervention, en 1 heure, présenter que je souffre en fait de plusieurs troubles. C'est pas toujours les mêmes, c'est pas toujours voilà, parce qu'en fait, je sais que je vais aller gratter des choses qui vont permettre en fait de partager mon savoir expérientiel aux personnes que j'ai en face de moi, en déstabilisant leur propre code, même inconscient. Ce que je tiens aussi à souligner, c'est qu'il y a un petit paradoxe dans la participation des personnes concernées. Je ne sais pas si vous verrez de quoi je parle, mais on attend de la communauté patiente, usagers, personnes concernées, troublées psychiatriques, en fait d'aller vers, de faire preuve d'une énorme écoute active de tous les problèmes et enjeux que je ne minimise pas et souffrances du corps soignant. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir porter la nôtre, vu qu'on a besoin de vous, on va faire preuve d'action de tout ce que vous nous avez appris. Pour vous aider et vous accompagner dans votre propre parcours professionnel, pour ensuite défendre nos causes, parce qu'en fait, on est d'accord. On est d'accord, mais c'est vrai que des fois, vous avez besoin d'aide, et ça fait du bien de vous accompagner là-dessus, même si vous êtes un peu des fois en déni. Après, je veux dire que dans la recherche aussi, parfois, aujourd'hui, faut le verbaliser comme ça, la paire aidance et les personnes concernées, il y a des enjeux de pouvoir, il y a des enjeux d'instrumentalisation. C'est pour ça que quand je parle de certifié ou de formation, je dis formaté. J'ai pu entendre dans certains niveaux que, voilà, et je fais lien, aujourd'hui, diplôme universitaire veut dire bac. Qu'est-ce qui fait que moi, d'une CSP+, bac +6, en parcours de recherche, j'ai quoi comme savoir expérientiel de la précarité, de l'addiction aiguë, des violences de rue, tout ça? C'est pas mon taf.
Mais n'empêche qu'il y a besoin des bons patients pour faire changer les choses doucement. Et effectivement, faut œuvrer pour laisser de la place à ceux qui ont un savoir expérientiel que je vais appeler hard. Et là, je fais un petit appel. On est un tout petit groupe à essayer de s'interroger sur la validation d'acquis des pères aidants. C'est un projet qui va mettre 20 ans à peu près à sortir, mais on a besoin d'aide. Alors, si vous avez envie de vous creuser les méninges, validation d'acquis, espoir de demain. Et puis pour conclure, je pense que j'ai à peu près tout dit ce que j'avais envie de formuler, mais c'est tout un processus dont vous êtes vous-même bénéficiaire et acteur. Nous, on est acteurs et bénéficiaires, et c'est bien ensemble qu'on va y arriver. Donc merci à vous. Oui, pour en revenir sur l'histoire du bac, dans la schizophrénie, à quel âge on décompense? À peu près. Je dis, dans la schizophrénie, quel est l'âge moyen de décompensation? Il me semble que c'est plutôt avant le bac, et que si on met au niveau du bac, ça fait une espèce de... Voilà. C'est peu probable que quelqu'un qui habite la banlieue lyonnaise, qui a décompensé une schizophrénie, puisse commencer une formation de père aidant. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire. Au fond, derrière, il y a une sorte d'essentialisation. C'est-à-dire que les usagers, je parle en France, il y en a qui sont plutôt du côté du GIA, il y en a qui sont plutôt du côté de la FNAPSI, il y a des différences qui sont pas que des différences liées à la pathologie, mais qui sont liées aussi à des engagements, et que la participation des usagers, voilà, on essentialise. Mais quelle est la particularité de chacun? Comment elle est reconnue? Ça, et on peut penser que les points de vue d'André Bitton qui combat pied à pied la loi qui saisit le Conseil constitutionnel va pas du tout être la même que celle de la présidente de la FNAPSI, qui est sur une position nécessairement plus... Et ça peut se dire de différentes façons. Ça m'a fait penser aussi à Philippe Barillet. Philippe Barillet, en psychiatrie, ça ne nous dit pas grand-chose. C'est quelqu'un qui est diabétique, qui a décompensé son diabète à 16 ans, et puis qui a commencé une formation de philosophe. Il a été docteur en philosophie, et les diabétologues, c'était vachement chouette d'avoir un usager qui soit en plus philosophe, qui leur donne un petit peu et c'est vrai qu'il écrivait extrêmement bien les hypoglycémies, les hyperglycémies, enfin, c'est des brillances qu'il faisait avec un support philosophique que les médecins diabétologues n'avaient souvent pas. Et donc, il était invité dans tous les congrès, tout ça. Il était l'usager type... on en oubliait même qu'il était un peu philosophe. Puis un jour, il s'est dit, mais... parce qu'il entendait parler d'éducation thérapeutique, tout ça, il s'est dit, tiens, si je faisais un doctorat de sciences de l'éduc. Et donc, il a entamé un doctorat de sciences de l'éduc. Et là, il a eu les éléments de pouvoir critiquer, et donc on l'invitait plus. Ben moi, je voulais parler de la complémentarité des savoirs, parce que on parle de justement par chercheur, tout ça. Il y a le savoir académique, théorique, il y a le savoir scientifique, il y a le savoir expérientiel. On n'est pas obligé de regrouper tout ça dans une personne. C'est des savoirs complémentaires. Fait que c'est chacun a le savoir puis l'expérience qu'il a. Fait que l'idée, c'est pas que moi, je devienne chercheur ou que je devienne médecin ou que j'aille un bac. L'idée, c'est que moi, mon expérience, elle est terrain. J'ai pas besoin du bac, j'ai pas besoin. Le restant, c'est c'est comment je m'exprime, c'est comment, mais ça, je veux dire, je suppose que si on met chacun de vous individuellement devant le public, c'est pas tout le monde qui va réussir à parler en public. Puis je pense que ça, c'est plus large que juste, il faut pas juste associer ça aux personnes vulnérables, tout ça. Je trouve que on qualifie beaucoup négativement les personnes. Sont vulnérables, sont minoritaires, sont ci, sont ça. Fait que quand tu as ça comme lourdeur d'étiquette sur le dos, c'est extrêmement difficile, puis tu penses pas que tu as droit à autre chose. Fait que si nous, on les voit pas autrement, ils se verront jamais autrement. Fait que si on veut que ces personnes-là avancent, on a besoin de les voir autrement, puis de trouver d'autres termes pour parler d'eux, là, dans le fond. Ouais. Sur la question des parcours, des savoirs hard dont tu parlais, je te remercie. Et comment faire
la participation, il y a quelque chose qui est important, c'est que finalement, nous, les professionnels, du côté des professionnels, on est que suiveurs sur le chemin du rétablissement. Il y a plein de choses d'accompagnement à mettre en œuvre et tout pour le favoriser, mais on est suiveurs, on accompagne. Et pour peut-être commencer à participer, ne serait-ce qu'à ces accompagnements, à ces soins, il y a quelque chose d'important, c'est le soutien à l'encouragement. Donc, on peut parler de plein de choses, la zone proximale de développement, l'espace hors menace. Et donc, tout ça, c'est la question du lien, la question pour les parcours plus hard qu'on peut appeler l'allée vers. Mais surtout, moi, je pense à la réduction des risques en addicto et à la cogestion. Par exemple, ça, c'est de la participation concrète, réelle, où les gens vraiment vont pouvoir s'engager sur quelque chose qui leur appartient, qui fait partie de leur quotidien et qui est une vraie nécessité. Alors bon, on n'est pas dans la recherche, on n'est pas co-chercheur, on n'est pas père aidant, etc. Mais déjà, c'est commencer à participer pour soi, et dans l'esprit que le rétablissement, c'est aussi communautaire, partager ça avec le gars avec qui on fume une clope dehors, la nana qu'on croise, etc. Et ça, c'est hyper important et c'est des choses auxquelles il faut revenir, je pense, pour partir sur ces questions de participation. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui, si on exige, je pense, la participation des personnes concernées, puis tout ça, c'est pour ouvrir les horizons, c'est pour ouvrir les esprits. Dans le fond, la personne n'est pas là pour prendre tous les rôles, puis tout ça, elle est là pour amener c'est juste amener une autre idée, une autre perspective, dans le fond, pour ouvrir vers quelque chose pour nous faire avancer, là, pour nous... Très intéressant ce que tu as dit par rapport à la complémentarité des types de connaissances. Il me semble qu'il y a aussi un champ conflictuel potentiellement parce qu'on a, en sociologie des connaissances, on parle du problème de l'extension épistémique. Hein. Ça veut dire que historiquement, on voit qu'on convoquait les personnes premières concernées à titre de témoignage. Hein. On a des cas cliniques, présentation clinique, ensuite on a laissé les patients se présenter, donc c'était le témoignage. Un degré relativement bas, quelque part, de contribution à la connaissance, parce que c'était idiosyncratique, parce que la personne parlait d'elle-même uniquement. Et on arrive, il me semble, je ne sais pas ce que vous en pensez, à une situation où, et c'est peut-être là, effectivement, que je pense au deuxième questionnement d'Audrey, la question d'éligibilité de cette parole-là à une critique prend toute son importance, où les personnes premières concernées sont souvent encouragées, et parfois elles prennent elles-mêmes l'initiative de formuler des expertises sur des champs qui vont vraiment au-delà de l'expérience, en fait. Hein. Par exemple, je ne sais pas, donner un avis sur le système de santé, sur des enjeux qu'on aurait normalement, traditionnellement délégués à des experts spécialisés quelque part, en fait, ou probablement une dimension expérientielle aussi, dans la mesure où ces systèmes-là ont une certaine efficacité, ils sont vécus d'une certaine façon, mais il y a des prises de parole aussi où, enfin, quelque part, il y a une expertise revendiquée par celui qui est autrement légitimé par l'expérience vécue, ou qui du coup n'est pas évidente en fait. Enfin, est-ce que voilà, je sais pas si vous voyez ça aussi, ou vous trouvez que je sais pas, il y a plus d'opportunités que de dangers dedans. Enfin. Je suis pas certaine d'avoir compris. Pardon, je complique la chose. Hein. Il me semble aussi, donc, on sait que dans les sciences, il y a des militantismes aussi, en fait. Il y a des idéologies. La science objective, à mon avis, c'est un beau mythe, en fait. Hein. Je pense que tu as dû voir ça en participant à des projets, en fait. Hein. On formule des hypothèses et puis on a des velléités de pouvoir prouver deux, trois choses, quand même. Hein. C'est ça qui nous anime, en plus de la curiosité scientifique. Et maintenant, je pense que tout comme les scientifiques s'engagent au nom de convictions d'idéologie, et probablement dépassent leur champ d'expertise hein, en donnant leur avis. Il me semble que les pairs chercheurs, les pairs partenaires sont aussi peut-être vulnérables à ce type de tentation de devenir des experts tout court, en fait. Et du coup, on n'a plus de complémentarité de connaissances, de types de connaissances, mais une forme de normalisation de ces pairs en tant qu'experts tout court, en fait, experts scientifiques. La question du contre-pouvoir, que du coup, il y aurait plus, qui disparaît, ouais. Ouais. Bon.
Ouais, donc voilà, je vais prendre la parole. Merci pour cette table ronde. Alors, je suis chercheuse pair, donc ça m'évoque beaucoup de choses, ce que vous dites. En fait, au niveau de la participation, la diversité des prises de parole est extrêmement importante. Et par rapport à ma posture, moi, je sais d'où je viens, je sais qui je suis et j'aime le rappeler. Donc, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 mois, je dormais dehors, dans ma voiture, et j'ai intégré le programme Un chez soi d'abord. Donc, quand on dit que, par exemple, les personnes concernées, c'est difficile de les faire participer, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est au niveau des modalités de la participation que ça doit se travailler, que ça doit se construire, parce que moi, ça fait des années que je souhaite prendre la parole, que je souhaite dire nos besoins et que je n'avais pas accès tout simplement à ces espaces d'échange parce que je n'étais pas suffisamment... le fait d'être SDF, en fait, me mettait à la marge, plus le fait d'avoir des difficultés à m'exprimer, à prendre cette parole, c'était compliqué. Et en fait, ce que je fais au niveau de ma posture, c'est que je garde un pied dans cette marge. C'est-à-dire que je ne veux pas devenir une sachante, si ce n'est que, effectivement, j'ai des savoirs d'expérience que je mets à profit avec les partenaires, avec les institutions, mais je garde toujours un pied en fait dans ce qui est dit comme marge et mon objectif, c'est de rendre floues ces frontières en fait. C'est vraiment par mes interventions, c'est de dire mais qu'est-ce que la norme, qu'est-ce que la marge en fait. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est surprendre. Donc par exemple, je sais pas, il y a des endroits où je vais aller, je vais m'exprimer avec les personnes, on va me considérer tout à fait normalement. Je vais revenir la fois d'après, je vais dire oh là là, je suis SDF, et là plus personne ne me parle en fait. Enfin, plus personne ne considère ma parole comme utile, comme apportant quelque chose. Et ça, j'aime bien le faire. Et aussi cette idée de la subversion, c'est-à-dire de ne pas répondre forcément aux attentes, de rester dans aussi ce conflit, de ne pas être d'accord et de revendiquer, de ne pas être d'accord. Je pense que ça apporte finalement beaucoup aussi. Donc il y a plein de choses où je ne suis pas d'accord. Par exemple, je ne suis pas d'accord pour que ce soit toujours l'écrit, pour que en termes de communication, il n'y ait pas d'autres formats, qu'il n'y ait pas de la facilitation graphique, visuelle, pour qu'il n'y ait pas plus d'accessibilité au niveau des langages, etc. Enfin, voilà. C'est ce que je souhaitais communiquer. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. C'est ça, tu sais, la première fois que j'ai pris un micro, ça fait 10 ans dans le fond, mais moi, à la base, j'ai un diagnostic d'agoraphobie, de trouble panique, phobie sociale. J'allais pas à l'école, je sortais plus de ma chambre, mais parler en public comme ça, c'était impossible. On m'a donné cette chance-là. Il y a des gens qui ont cru en moi. Il y a quelqu'un qui m'a mis face à un micro, puis c'est dans mes pairs.
C'est entre nous, on se donne ces opportunités-là. Puis plus le temps avance en ce moment, en tout cas du moins au Québec, on n'a plus ces opportunités-là, on n'a plus ces endroits-là parce qu'on nous demande, c'est ça, on nous demande d'être parfait, on nous demande de ne pas être émotif, on nous demande de ne pas être en colère, on nous demande mais avec ce qui est vécu, puis tout l'historique des gens, puis c'est pour ça, je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à parler de leur histoire pour que les gens puissent comprendre de où on vient, puis de où cette frustration-là vient. C'est juste qu'on n'a pas la place pour... C'est sûr que les premières fois au micro, puis on parle de sujets sensibles, j'ai pleuré, puis je me suis choquée, puis j'ai parlé plus fort, puis c'est mal perçu, c'est mal accepté, c'est juste que ça fait partie de la réalité de ces gens-là. Il faut se mettre aussi dans leurs souliers. Fait qu'il faut aussi être tolérant puis leur laisser la place à pratique. Ça prend de la pratique. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut arriver puis parler devant tout le monde de sujets. Il faut que la personne puisse avoir des opportunités, des espaces sécuritaires surtout pour pouvoir le faire, s'exprimer puis tout ça. Et ça prend des occasions. T'sais. Je crois qu'il y a une demande de parole. On arrive doucement au bout, donc peut-être dernière prise de parole. Après, tout à fait. Mais après, mon rôle, c'est d'être les mauvais objets aussi ici, donc j'assume assez bien d'ailleurs. Ça. Moi, je vais essayer d'être rapide. Julien Biodet, je suis coordinateur d'une fédération de recherche en santé mentale. Je reviens sur la notion d'instrumentalisation qui a, je trouve, bien été posée en introduction. Mais peut-être pour proposer un focus un peu différent, parce que en vous écoutant, je me disais finalement, tout ce que vous avez présenté, on le vit aussi entre disciplines scientifiques. Il n'y a peut-être pas de spécificité avec les patients. Enfin, typiquement, les situations où un PUPH porte un projet biomédical et 48 heures avant le dépôt de projet va chercher un sociologue ou un psychologue pour cocher la case sciences humaines et sociales, ça se voit aussi beaucoup. Donc il n'y a peut-être pas de... Voilà, je me dis, des fois, on devrait un peu peut-être défocaliser cette question-là, parce que le problème de dire c'est un problème spécifique avec les patients, c'est que ça va fournir des arguments à certains pour dire ben oui, ok, alors freinons l'implication des patients parce que tout n'est pas réglé. Ok, mais tout n'est pas réglé non plus dans le champ scientifique de la recherche en général. Hein. Il y a peut-être 2-3 trucs à revoir à ce niveau-là. Et deuxième intervention très rapide, qui est plutôt de l'ordre du témoignage, sur la question toujours du patient alibi dans les projets de recherche. Peut-être qu'une des pistes, alors évidemment que c'est pas un truc miracle, hein, c'est déjà de considérer que le continuum de la recherche, c'est pas de la conception de la question de recherche jusqu'à la valorisation du projet. C'est en amont, c'est dès le financement, donc c'est dès les organismes de financement. Là aussi, il faut qu'il y ait des patients, donc avant même les projets. Il faut qu'il y ait des patients avec un vrai pouvoir, y compris de décision. Et donc la petite piste qu'on avait pu mettre en œuvre dans une précédente vie, c'est que les patients avec lesquels j'avais pu monter des appels à projets faisaient passer des auditions aux candidats. Et là, les auditions, on exigeait qu'il y ait un porteur de projet scientifique et un patient. On voit très rapidement qui utilise le patient comme patient alibi et quel projet est un vrai projet partenarial. Alors, ça prend plus de temps, mais c'est assez efficace. Oui, excusez-moi. Donc, Diane, vous me connaissez, j'ai présenté le tiers-lieu hier. Donc, voilà. Alors, moi, je suis pas d'accord aussi, comme mes pairs, qui sont tous là. Mais dans toute cette notion, on a oublié la notion du lien de confiance pour avoir plus de participation. Et ce lien de confiance, tout le monde le marque, tout le monde le dit. Mais dans la réalité, je suis désolée, ça ne se fait pas comme il faut. Et je suis un peu le porte-parole des personnes concernées que j'accompagne et qui aujourd'hui ont pris leur pouvoir d'agir, leur autodétermination. Ils sont venus pour la première fois présenter le tiers-lieu en bas et c'était pas facile parce que ils n'étaient pas du tout dans ça il y a 3 ans. Voilà. Donc il y a ça et puis l'épanouissement de ces personnes qui sont éloignées du soin. Eh bien, tant qu'ils sont pas épanouis, c'est à eux de s'autodéterminer en disant ben moi j'ai envie de faire ça. Et alors à ce moment-là, il faut les accompagner comme vous faites. Et d'ailleurs, moi, c'est le soin qui m'a sauvée. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout contre ça. Mais en tous les cas, il y a ça. Et puis les limites qu'on veut nous imposer, ça, c'est pas normal non plus. Alors après, c'est un débat. Et puis moi, j'estime qu'on apprend bien en groupe, nous, les personnes concernées, en groupe. C'est de l'auto-émulation. Et qui peut sortir, c'est un groupe d'appartenance. Et du coup, là, il peut se produire des choses, c'est-à-dire ils vont produire des choses orales que vous nous aiderez
à écrire en co-construction. Parce que moi, je suis patient expert dans l'obésité et je suis reconnue depuis très longtemps. J'ai coécrit un article avec un chirurgien de l'obésité il y a très longtemps, ça, c'est dans une autre vie, et tout. Mais il y avait marqué que c'était, justement, c'est pour répondre à Audrey, c'est lui qui a fait la publication dans une revue internationale, il a marqué son nom et il a marqué à côté en co-construction avec ma patiente. Experte. Bon, c'est patiente partenaire parce qu'ils n'aiment pas. Mais en tous les cas, ça peut le faire. Et l'émulation et la richesse, elle est dans un professionnel de parcours comme vous tous. Et notre propre vie, notre parcours qui est beaucoup plus riche, qui va vous donner plein de bonnes choses. Voilà. Merci beaucoup. Encore une, toute dernière. Oui, je croyais que j'allais pas la poser. Non, je voulais juste peut-être prendre la santé par le prisme d'un objet commun, enfin voilà, à politiser, enfin qui est politique par essence. Et voilà, et par rapport aux violences sociétales qui sont aussi les raisons pour lesquelles on se retrouve avec un parcours en santé mentale, justement, peut-être voilà, cette approche par les communs, la faire revivre versus des processus d'institutionnalisation pareil qui se veulent participatifs, et on retombe dans des cadres normatifs rigides à se questionner sur la monétarisation, enfin de qu'est-ce que vaut un savoir, et c'est un peu fatigant, voilà, pardon, mais je trouve que voilà, et en tout cas c'est un peu à contre-courant de, je trouve, ce que moi j'essaye de porter, c'est de relancer les dynamiques d'entraide. On est vraiment dans des crises, des polycrises. Donc il faut aller jusqu'où pour se retrouver dans fiasco, enfin on y est déjà. Voilà, donc peut-être voilà la non-productivité que ça génère aussi, c'est parce que voilà, donc aller jusqu'au bout peut-être de chercheurs qui pourraient être effectivement chercheurs bénévoles ou réviser leur grille salariale, je sais pas, mais travailler la santé effectivement comme un objet politique commun, citoyen, à traiter les corps sociaux, les corps biologiques, mais voilà, dans un esprit davantage collectif et démonitarisé et sans le mot expert de partout, parce que c'est tout. Merci beaucoup pour cette remarque. Je pense qu'il y a un très beau mot de la fin, en fait, de ce débat. C'est vrai que ça élargit énormément et conteste aussi, d'une certaine façon, le cadre qu'on a posé ici. Donc, je tiens encore à remercier à Audrey qui a vécu ça d'une façon peut-être un peu aliénante, effectivement, ne pas pouvoir être pleinement avec nous. Nous avons beaucoup apprécié ta contribution, et puis je tiens à remercier tout le monde, et en tout particulièrement mes panélistes, pour la participation. On va en garder une des panélistes parce que c'est son tour maintenant. Donc Marie-Claude Jacques qui va poursuivre avec sa communication. Je vous propose d'applaudir les collègues.